cette forêt. Ça fait très Narnia là quand on rentre. Bon, mon Slim, c'est sur les podcasts de Mental Fragilité? Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Belle semaine ensemble. Belle semaine. Incroyable, hein. Tu sais que je me rends toujours pas compte à quel point tout ça s'est fait relativement vite. Hein. Tout ça. De notre première fois, un premier échange, jusqu'à la rencontre physique, jusqu'au Japon, festival du potentiel humain, la semaine passée ensemble, partager les repas, rigoler, s'entraîner. J'ai l'impression qu'on a eu 10 ans de vie en un an, même pas. C'est incroyable ça. Une vraie compression du temps. Des fois, quand on en parle avec Steve, il ajoute un peu sa partie mystique. Et donc, il me parle d'énergie, d'égrégore et de choses comme ça. Mais donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tangible et qui a vraiment une sorte de compression du temps avec un peu toutes ces théories quantiques, ou bien il s'agit simplement d'une sorte d'effet de notre cerveau qui compresse les événements intenses, je ne sais pas, par mécanisme de survie, quelque chose de biologique ou tu vois ce que je veux dire, une sorte d'action que tes neurones font pour que tu puisses un peu assimiler tout ce qui vient de se passer de la même manière peut-être un soldat sur un champ de bataille devrait processer des informations et des chocs, tu sais, qui soient tragiques, en fait, assez rapidement parce que le besoin de survie lui impose de l'action et le mouvement, donc j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, si je regarde, tu vois, le Japon, fin de l'année dernière, début 2023 jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que j'ai vraiment passé 2 ans d'amitié, quoi. C'est ça. Ah ouais, bah, ça, si on pousse un petit peu plus la réflexion par rapport à ce que nous aurait dit Steve et la physique quantique, par exemple, où tu rajoutes la théorie de la relativité générale, qui replace en fait la pesanteur et l'attraction, non pas comme une force, mais comme une déformation de l'espace-temps. C'est ça. Exactement ce qu'il disait. Ouais. Dans le langage courant, on dit ouais, la Terre a une attraction et elle nous attire. Elle attire les objets, quoi. Elle attire la Lune. En fait, c'est pas du tout ça. Einstein nous a dit, c'est juste que elle déforme l'espace-temps autour d'elle. Ouais. Et donc, la Lune, en fait, pour elle va tout droit. Elle est rectiligne, ça. Ouais, bah, mais sauf qu'elle s'est déformée. D'accord. Et donc, si en fait, E égale MC2 et tout le reste, on échange un petit peu, on intervertit les choses, c'est que, comme on a vu dans Interstellar qu'on a regardé ensemble, magnifique, un des films les plus magnifiques de ces dernières années, on comprend que la gravité est un facteur une variable qui peut influencer le temps. C'est ça qu'on comprend un peu dans ce film. Et donc, si la gravité c'est une sorte de changement, ça influe sur l'espace-temps, c'est-à-dire que les formes de pression dont tu parles, c'est-à-dire un soldat qui est au front de guerre, il a tellement de pression que ça influence déjà sa propre perception du temps, et ça influence surtout la rapidité des processus. C'est ça. Donc la plasticité, l'apprentissage, parce que la contrainte fait que. Une rencontre aussi forte que la nôtre, dans l'amitié, dans les choses qui sont fortes, putain, je trouve un frère et j'ai même pas besoin de le dire, je le sais parce que je le sens. Bah, ça a dû compresser énormément de choses et donc tu raccourcis le temps d'apprendre à connaître l'autre, etc. Non, viens, on part en vacances ensemble au Japon. Viens, tu viens à la maison tout de suite. Et c'était la même chose avec Julien Lepage, tu vois, Julius qu'on embrasse évidemment. C'était la même chose, ça a été la même chose avec Steve, ça a été la même chose avec toi. C'est même avant, à mon avis, de tourner le premier podcast ensemble, comme on connaissait les contenus de l'un et de l'autre, c'est évident qu'on va devenir amis en fait. J'en parlais sur un podcast où justement je racontais ma rencontre et je disais à la personne à qui m'interviewait que j'étais sûr à 1000% qu'avec Pierre on allait être meilleurs potes. Tu vois. Et tu sais, des fois tu sens une énergie, tu sens une vibe. Alors évidemment il y a le parcours commun, il y a le Japon, mais il y a tout en fait. Tu te dis mais attends, mais ce mec-là c'est sûr, on serait meilleurs potes. Et c'est vrai qu'après tu le vis et il te paraît comme être une évidence. Et c'est un peu le ressenti que j'avais eu avec Steve quand on s'est rencontrés. Je t'avais raconté un peu l'histoire. Un ami nous avait mis en commun. Et en fait, on a eu, par 2 amis différents, la même réflexion. Steve, on lui disait, oh, je connais un gars qui s'appelle Slim, c'est ton frère. Et moi, on me disait, ah, je connais un gars qui s'appelle Steve, ça va être ton frère. Et donc, ces 2 potes qui nous ont un peu mis ça dans le crâne, ils avaient déjà vu et ressenti ça.
parce qu'ils nous connaissaient mais séparément. Et donc dès que la rencontre, je me rappelle la première rencontre avec Steve, on était un groupe de 5 ou 6. Et donc je me présente, je vois Steve, et tu sais 10 minutes après, on se rencontre à un point et on devait aller dans une salle pour s'entraîner, tu vois, tous les 6. Et donc je rencontre Steve et je sais que 5 à 10 minutes après, on était tous les deux assis, marchés l'un à côté de l'autre comme ça, on s'enlaçait comme des gosses à l'école, comme si ça faisait depuis toujours qu'on se connaissait. Et tu sais, c'était le réflexe du corps qui prenait le gars par l'épaule dans ses bras, alors que on venait de se rencontrer que maintenant. Tu vois, on a eu le temps de juste de se dire bonjour, quoi. Excellent. Et ça, c'est vraiment agréable et ça me fait penser à l'importance aussi d'avoir des contacts physiques, en fait, avec ses frères. Moi, là, cette semaine, avec toi, Jérém, David, Steve, toi, déjà, tous les jours, on se dit bonjour, on se prend dans les bras. Et puis après, il y a tous ces contacts où on est assis à côté, on se check quand on fait les entraînements, on se soutient. Mais c'est vrai qu'il y a l'emphase sur la partie physique, vraiment le contact du cœur à cœur même, tu vois, dans les enlaçades. Ça, je trouve ça vraiment très important et c'est quelque chose qui manque. Et là, je pense que je l'ajouterais bien dans mes paramètres d'amitié, quoi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin que ça soit ancré dans le physique, que ça soit pas simplement on discute, on raisonne bien, on a une pensée similaire. Tout ça, c'est évidemment des choses importantes. Mais au-delà du mode de vie, de tes croyances, de ta vision du monde, j'ai besoin que dans le physique, ça s'ancre, qu'on puisse échanger, qu'on puisse... Et alors ça, je sais pas si c'est... Tu vas peut-être me donner ton avis là-dessus. C'est aussi un héritage un peu biologique, une sorte, tu vois, les lionceaux qui doivent d'abord jouer, faire un peu la bagarre, se sentir peau contre peau, ou bien quelque chose d'un héritage ancestral, ou bien ça n'a rien à voir avec la biologie et c'est peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça t'invite tout ça? Moi, je pense qu'il y a aucun phénomène dans le monde qui ne soit pas biologique, c'est très clairement. Le vivant déjà, comme on l'a dit la dernière fois, déjà essayer de définir le vivant, c'est une entreprise qui est complexe, vouée à l'échec. On n'y arrive pas. Il n'y a pas de consensus. C'est important de comprendre que le mot consensus ne s'inscrit pas dans la démarche scientifique. Consensus, ça n'existe pas dans la science. Incroyable. Ça existe dans la politique. Donc le vivant, vous avez des définitions dans le Larousse, mais encore une fois, c'est une approche. Si vous ouvrez un autre dictionnaire dans une autre culture, c'est autre chose. Ouais. Donc c'est vraiment très complexe. Donc biologique, ça vient de vivant. On est mal barré parce que biologique encore, on sait qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Donc on rapproche ça du mouvement, on rapproche ça de plein de choses, mais on a du mal à définir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que quand si je te touche, il y a une probabilité mais vraiment très très grande, et je crois que c'est même 9 sur 10, 9 chances sur 10, que dans les 30 prochaines secondes, je me touche au niveau du... Mais je non. sente ma main, si. On marque les odeurs, hein. Comme mon chien, là, on est avec Hector. Il fait pipi partout, hein. Il sent partout et il arrête pas. Donc quand on sort dehors, il vient nous renifler tout de suite. Ben en fait, on fait la même chose. Et quand on se touche, on a vraiment besoin du toucher. Hein. Moi, comme on a beaucoup parlé cette semaine, j'ai eu des grandes périodes de solitude dans ma vie. Même je pense que j'ai eu des grandes périodes de dépression aussi. Et quand je passe un peu de temps ici, seul avec le chien, c'est bête à dire, mais je lui fais des câlins parce que j'en ai besoin, quoi. Je le prends le matin, je dis punaise, j'ai ni ma maman, ni mon frère, j'ai personne, j'ai pas les amis, je fais les câlins tous les jours. Je peux te dire que quand j'arrive à la salle de CrossFit, le Samy, là, je fais comme ça, et c'est encore pire parce que c'est une boule de muscle, alors il me saute dessus, tu vois, il m'agrippe, et je l'agrippe, je serre fort, il fait pareil, tu vois, parce qu'il a la même sensibilité que nous, tu vois. C'est ça. Et les gens dans la box, ils nous regardent avec des gros yeux, quoi, je dis, bon, ok. Bon, maintenant, j'ai mis le câlin comme un truc obligatoire pour moi. Pareil, hein. C'est-à-dire les meufs comme les mecs, on se prend dans les bras, vraiment. C'est marrant que nous, on ait vécu au Japon, qui est le pays où il n'y a pas du tout ça. Je pense qu'on sait un rebond. Non, mais honnêtement, c'est ce que je me dis. Enfin, je me dis, c'est vraiment un rebond, quoi. C'est clair. Ah, mais ouais, t'as raison. C'est un facteur qui est essentiel. Un ami qui m'a beaucoup, qui a beaucoup insisté sur ça, c'est Pierre Etchart. Oui. Mon ami Pierre, il te prend dans les bras tout de suite, prend tout le monde dans les bras. Il parle beaucoup de ça. Tu vois, c'était un des premiers dans tous les stages un peu alternatifs qu'on faisait. Et on va dire, c'est bien gentil, vous faites des recettes de cuisine, vous parlez de manger des bons produits, mais... Manger des graines. Ouais. Il y a une nourriture que vous oubliez, c'est la nourriture du cœur, quoi. Ouais. Et celle-là, on peut pas passer, elle est pas négociable, quoi. Ouais. C'est-à-dire, le reste, on peut pinailler sur les recettes, etc. Est-ce que c'est plus important d'avoir des oméga 3, des oméga 6 et passer sa vie à parler de ça? Mais franchement, si on enlève tout et que surtout je vous enlève les gens que vous aimez,
Vous aurez beau avoir la meilleure nourriture du monde, vous ne survivrez pas. Ouais, bah. Hein, le résultat est identique. Le résultat, bon, foutu. Le résultat est identique. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ouais, une magnifique semaine avec les frères. Donc pour citer Jérémy Coron, pour citer David et Limitless Podcast, que vous pouvez aller voir, ils ont chacun leur chaîne, etc. Le Step Zanchis et notre cher Animal Slim, qui est là. On a passé vraiment une semaine fabuleuse. À faire, à refaire, à inscrire dans un rendez-vous annuel, si ce n'est biannuel, je ne sais pas, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Essentiel d'échanger. Moi aussi, là, souvent, on me pose la question, là, comme je suis moins actif là cette semaine au niveau du travail, j'en fais beaucoup moins que d'habitude, tu vois, j'ai pas mes contenus quotidiens, etc. Donc j'ai des gens qui me posent la question, alors tu fais quoi, comment ça se passe et tout. C'est vrai que c'est difficile à décrire. Le moment de vie là qu'on a vécu et qu'on vit encore là aujourd'hui. Et encore plus difficile l'impact que ça aura évidemment à l'avenir. Mais j'ai l'impression de vivre un moment charnière, de vivre quelque chose qui va vraiment changer le reste de mon existence. Alors ça peut paraître très dramatique de le dire comme ça. Je vais pas me transformer en femme ou je vais pas faire un truc aussi drastique, mais on ne sait jamais. Non, mais tu sais, il y a des fois où tu entends parler très bien. J'appelle mon chien. Thor. Pas. Là, je crois que Thor, il va faire de la bagarre. Là, Thor. Là je le sens prêt. Là. Il a vu un adversaire potentiel. Viens, on va un peu partir par là. Allez. Viens, mon Thor. Allez, au pied. Oui, mon costaud. Oui, mon costaud. Ah, costaud. Il se régale. Donc voilà, vous avez la vie dans la forêt aussi. C'est pas mal, ça. Donc oui, t'en parlais très bien quand tu disais, tu sais, on avait ce petit échange là sur les JO et tu mentionnais là le moment des JO qui t'avait le plus marqué. Et t'avais dit très justement, en regardant la Usain Bolt, je savais que je vivais un moment historique. Ouais. J'ai un peu la même sensation là sur cette petite semaine, même si historique c'est plus à mon échelle, tu vois, de ma vie. Mais je me dis c'est un peu le... Il est excité, hein. C'est un peu ce que j'ai toujours imaginé être la vie en commun, quoi. Tu vois, et l'évolution de la vie. Tu mentionnais aussi que ça t'était arrivé aussi, toi, quand t'avais un peu atteint la trentaine. Plein de remises en question, plein de choses, voilà, qui t'arrivent, qui te tombent dessus un peu. Peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est la conséquence de toutes ces expériences que t'as accumulées qui font enfin sens. Mais j'ai l'impression que c'est bien comme ça que moi j'ai envie de passer mon temps, quoi. Avec des amis, travailler ensemble, collaborer ensemble. Et je vois pas un autre moyen de le faire. Ça me paraît incohérent de vivre tout seul, tu vois. Alors, je vais pas parler des modes de vie autres comme le salariat, etc. Mais c'est vrai que je les comprends de moins en moins, en fait. Comment tu fais pour ne pas avoir ces connexions? Comment tu fais pour ne pas allier ton travail à ton mode de vie? Que l'un serve l'autre et que l'autre serve le premier. Et aussi donc que tes relations soient un peu connectées à tout ça. Moi, je comprends pas l'idée du temps de travail, du temps de vacances, du temps libre. Pour moi, le temps, c'est le temps. Donc, je dois le dépenser de manière judicieuse et harmonieuse. Et dans l'harmonie, il y a les bros, il y a le lien social. Donc, si on peut travailler ensemble, s'entraîner, collaborer, échanger, discuter, apprendre les uns des autres, là, ce qu'on a fait cette semaine, se recommander des mangas, des livres, parler des relations amoureuses. Beaucoup, hein. Beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop. Trop de meufs. Trop de distractions. Mais tu vois, ça me paraît être un non négociable maintenant. En fait, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental, là, qui est que l'épanouissement de l'être humain ne devrait pas avoir de limite de discipline. C'est-à-dire, on ne devrait pas enlever l'épanouissement d'un pan de notre vie. Oui. Et il y a de l'épanouissement dans la tristesse. Il y a de l'épanouissement dans le fait de vivre le deuil, dont on a parlé aussi beaucoup dans cette semaine, le deuil d'un proche. C'est dur de dire ça parce que attends, tu vas pas être heureux. Mais je dis pas que vous êtes heureux parce que l'épanouissement, il fait partie des fluctuations normales de l'être humain. C'est d'apprécier justement toutes ces fluctuations. Il y a un prix Nobel que j'aime énormément, qui est pas assez cité, qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a travaillé sur les structures dissipatives. Mais vraiment, il faudra que tu le lises aussi, parce qu'il explique justement comment un système complexe, dans ses extrêmes, trouve un point d'équilibre et grandit. Donc, grosso modo, c'est la définition même de notre hormèse et antifragilité. Et
ça a valu un prix Nobel, ça. C'est-à-dire qu'on nous bassine avec le confort, on nous bassine avec la stabilité, ouais, la recherche de stabilité, etc. Ouais. Alors qu'on sait que le vivant ne fonctionne pas comme ça. Les systèmes complexes, même, c'est plus large. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Une tornade, par exemple, tu vois. Ouais. Bref. Donc, dans les extrêmes et dans les fluctuations les plus intenses de notre vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'effort intense, il y a moyen de trouver l'épanouissement. Ce devrait pas être le facteur qu'on enlève. On va passer ici à gauche. Il est où le bon vieux Thor, là? Il a disparu? Ouais, il connaît. Il connaît le chemin. Allez. Donc, ouais, il faut peut-être redéfinir les termes, comme j'aime bien faire un travail de sémantique avant tout. Ouais. Travail, ça vient vraiment de labeur, donc c'est vraiment dans la pénibilité. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on fait tout de suite fausse route, en fait. On s'engage sur un chemin qui est pas bon. Mmh. Si on fait ça, bah, en effet, d'un autre côté, on va vouloir compenser avec des moments de relâche, avec des moments de vrai plaisir, vacances, etc. C'est ça. Mais là, on joue le jeu d'un système dont on sait tous maintenant qu'il est caduque. On sait tous qu'il faut en sortir. Donc redéfinir bien ces termes. Et si vous êtes sans doute enchaîné à un travail qui ne vous épanouit pas, il faut petit à petit, en tout cas, commencer à réfléchir à un autre système, Tout à fait. un autre dogme, quoi. Celui qu'on vous propose en tout cas, qui pourrait être intéressant. Amen. C'est bon. Ouais. Donc, une semaine qui a été basée justement sur ces réflexions-là. Et moi, je voulais vraiment qu'on prenne le temps aussi de parler de la responsabilité. Un thème que j'aime énormément. Thor, ici. Thor, au pied. Non. Thor, désolé. Thor, ici. Non. Non. Allez, file. Petit voyou, hein. C'est un petit voyou. Hein. Il est jeune, il n'écoute pas encore parfaitement. Ah. Il est voyou, le Thor. Alors, faut faire comme ça, maman. Vous prenez la peau du cou. Ça fait pas mal. C'est juste pour lui dire, ça, c'est pas bien. Responsabilité, donc. La responsabilité. Pas comme le Thor. Irresponsable qu'il est. Maintenant, tu nous souris, hein. Ah, et tu nous fais pipi. Voilà. Il nous sourit. Mais, ouais, on a parlé quelque chose qui me touche beaucoup tout à l'heure. Par rapport à notre rôle en place dans notre famille tous les deux. Et on est tous les deux les plus petits, un fratrie, quoi. Et bonjour monsieur. Bonjour. Et on s'est retrouvé avec un chemin de vie qui certes est différent, mais avec des points communs aussi. Et avec ce truc de une fois qu'on, c'est comme un ring de boxe, toi qui fais des sports de combat. C'est un peu un jeu d'échecs, quoi. Si tu prends pas l'espace, c'est l'autre qui va le prendre. Amen. Et donc les relations humaines, c'est un peu ça. C'est-à-dire à partir du moment où nous aussi on rentre dans un rôle, les autres, c'est comme dans un couple. S'il y en a un qui commence à faire la vaisselle, l'autre il ne fera pas la vaisselle. Exactement. Parce que même si ça se dit pas, même si c'est implicite, bon bah c'est l'état de fait, quoi. Tiens. Et après, on peut faire tous les reproches du monde, mais ça incombe aussi à la personne qui fait la vaisselle, lui dire, de temps en temps, fais la vaisselle pour moi, parce que j'en ai marre. Bien sûr. Et donc, dans la famille, c'est un petit peu ça. Chacun prend les rôles, etc. Et quand ça tombe sur le petit dernier d'avoir un espèce de rôle bizarroïde de nouveau papa ou de grand frère, malgré lui. C'est ça. Voilà, malgré lui, hein, en effet, parce que tu mets tout de suite quand même la casquette de l'autorité. Et l'autorité, de temps en temps, ça fait mal au cœur de dire à quelqu'un ses quatre vérités, de devoir dire les choses qui sont tranchantes. De pas être celui qui rigole dans le groupe pour dire attention quand même, c'est important là, faut être sérieux. Mais ça sur un long terme, moi ça m'a un peu gonflé aussi d'avoir ce rôle-là. Bien que en tant que petit dernier, on a plein d'avantages. Ah oui. Hein, on est passé à travers plein de balles grâce au fait que c'était les plus grands qui prenaient les coups. Donc c'est pas du tout pour te faire plaindre que je dis ça. Mais est-ce que toi, par rapport à l'influence que tu as dans ton cercle familial et maintenant l'influence que tu as sur les réseaux et dans ta communauté, comment tu vois la responsabilité, ce concept de responsabilité, est-ce que tu y as déjà pensé? Vaste sujet, hein. Vaste sujet, moi je suis tout à fait d'accord déjà avec ce que tu dis ici, là, l'image que tu nous dépeins. C'est vrai qu'on a tellement d'avantages à être le petit dernier. On nous donne beaucoup plus
que les autres. On nous laisse faire des choses que d'autres n'ont pas eu à faire. On nous autorise beaucoup plus. Et donc on a beaucoup plus d'espace, comme tu le disais. Comme on a plus d'espace, on tente à le prendre, cet espace. Mais à l'inverse, les autres, on leur a retiré de l'espace et donc ils peuvent que soit développer frustration, colère, ou bien prendre ce petit espace. Et auquel cas, baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi, etc., etc. Donc ça, c'est la première observation, c'est que tu démarres pas avec les mêmes cartes. Et comme tu démarres pas avec les mêmes cartes, ton arborescence, l'arbre de compétences auquel tu as accès, il va pas du tout être le même. Et donc après se pose la question de est-ce que c'est réellement moi, c'est mon libre arbitre, ce sont mes choix, ou bien non, c'est parce que en quelque sorte tu as eu de la chance, tu démarres avec ça. Donc ça c'est le premier point. Comme tu es conscient de ça, la question de la responsabilité, elle se pose parce que où est-ce que tu la mets? Est-ce que c'est simplement c'est ton droit, c'est ton dû, donc en fait c'est pas ta responsabilité, tu as juste toujours vécu comme ça et bien donc tu fais avec. On en parlait par exemple avec le cas de l'athlète qui est déjà doué génétiquement. Est-ce que c'est sa responsabilité à lui on va dire de laisser transparaître son cadeau, ou bien comme c'est son don, il l'a et il fait avec quoi. Et donc naturellement, ou peut-être il aura plus tendance à moins travailler que celui qui n'a jamais rien eu. Et auquel cas, est-ce qu'il est moins méritant? Est-ce qu'il a le droit, pas le droit? Est-ce qu'il est moins inspirant? Tu vois, comme tous ces athlètes qui sont, on va dire, doués génétiquement et qui finissent par faire les pires crasses, quoi. Tu vois, c'est les mecs qui boivent, qui sortent, etc. Mais en même temps, il est né avec ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La différence peut-être, ce serait que la personne qui est dans une certaine situation familiale ou quoi, ou qui joue un rôle, a quand même la liberté, oui, le choix de pouvoir dire, ok, autre théorie. Ouais. Maintenant, je ne fais plus rien, je ne dis plus rien. Ça, c'est vrai. Alors que la personne, patrimoine génétique. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, mais j'entends bien la comparaison, bien sûr. De mon côté, avec la responsabilité, moi, j'ai un contexte aussi supplémentaire qui est élevé par une maman seule, avec une sœur, pas d'autres familles. Donc, le rôle que je devais prendre de petit frère, il a rapidement été supplanté par celui de grand frère, de papa, d'oncle, de guide, de preneur de décision, etc., etc. Qui fait que, comme on le disait tout à l'heure pour le Japon, avec le côté du contact physique, par rebond, moi j'ai voulu fuir tout ça. Donc j'ai voulu m'émanciper rapidement, avoir mon autonomie, mon indépendance. Tu dis voulu, c'était clair. C'était très clair. Okay. C'était très clair. J'avais rapidement identifié ça très tôt, mais j'avais pas les mots. J'aurais pas pu l'exprimer comme ça. Oui, c'était instinctif. C'était instinctif. Oui, je sentais que j'avais une sorte de pression et que j'avais une compression même. Tu vois, il y avait une sorte d'étau qui se resserrait autour de moi. Et donc, tout ce que je voulais, c'était, non mais là, il faut que je sois libre. Mais c'était aussi libre de ça, en fait. Libre de ce devoir, peut-être, et de cette responsabilité, on va dire, mal définie. J'avais pas la notion de barrière à l'époque. Je sacralisais la mère. J'ai été élevé aussi dans un contexte culturel qui fait que tu peux pas dire non. Si c'est ta famille, c'est au-dessus de tout. Et donc, t'es bloqué en fait. Et comme j'avais pas les armes pour me défendre, t'essayes, la seule solution au bout d'un moment c'est la fuite. C'est de dire il faut que je sorte de cet environnement. Là maintenant en y revenant, j'arrive à observer ces petites défaillances, les barrières là où elles sont mises, là où elles devraient être mises. Mais quand même ça reste quelque chose de difficile parce que tu dois, comme tu disais, assumer la casquette de des fois c'est toi qui dois être en quelque sorte le méchant, dire non. Et en même temps tu dois vocaliser sans paraître pour faire la victime. Et aussi des fois, selon tes sensibilités, moi je suis encore attaché à cette idée de, si je suis le seul homme de la famille, même si je suis le petit frère, fondamentalement, sur qui va être la responsabilité de couper, de décider, de mener. Si c'est pas moi, c'est qui, tu vois? Et auquel cas, moi je suis moins partisan de dire ou de vocaliser très souvent le fait que ça me saoule en fait de prendre ces décisions et que c'est à vous de vous responsabiliser en tant qu'adulte. Parce que, alors soit c'est un conditionnement, ou soit c'est moi une attache que j'ai. J'aime encore l'idée que tu choisis pas ta famille, par contre quand t'es dedans, t'as des devoirs. Et donc c'est là où moi je mets la responsabilité, en tout cas dans le cercle familial, qui est que être conscient peut-être des obligations s'il y en a, parce qu'il y a un contexte particulier. Tu vois quelqu'un qui a 6 frères et sœurs, et il va pas avoir la même sensibilité que moi, qui n'est qu'une sœur, quelqu'un qui a ses 2 parents, qui a vécu dans un cadre avec beaucoup d'amour, c'est pas pareil que quelqu'un qui a vécu dans une famille détruite, etc., etc. Donc déjà, peut-être étape 1, reconnaître le contexte. Ça évite après de se flageller, ça évite de trop s'en demander, tu vois, et donc par la suite d'avoir les frustrations quand on n'assume pas. Ensuite, peut-être deuxième étape, voir ses capacités physiques, mentales, son équilibre. Est-ce qu'on est en mesure de
de décider sans qu'à chaque fois ça nous fasse faire une crise de nerfs, de décider sans que le poids s'accumule parce qu'on est silencieux et qu'on ne dit rien, et donc ça entache notre santé, etc. Des fois, il y a aussi un problème de capacité. Pas tout le monde est capable de regarder les gens dans les yeux et dire écoute là maintenant c'est stop, ou dire écoute là t'empiètes trop sur mon intimité, ou j'en sais rien. Donc voir aussi ses capacités. Et après peut-être dernière étape pour moi, ce serait s'intéresser, oui, à l'intangible, tu vois. Est-ce qu'il y a une notion de philosophie que t'as un fer dedans? Est-ce que s'il y a des croyances? Comment toi tu aimerais en fait que les choses se passent? Et essayer d'être le plus honnête et sincère possible, et de voir si c'est du caprice, de la victimisation, ou non, pour toi ça semble logique. Donc voilà, à chacun de faire sa propre concoction là-dessus. Mais je pense que déjà d'observer ces points-là, le contexte, sa capacité physique, mentale, spirituelle, et puis après son attirance vers l'une ou l'autre des je sais pas comment appeler ça, une sorte de manière d'être ensemble, ça pourrait être pas mal. Est-ce que l'éloignement géographique que tu as fait toi aussi, moi aussi, par rapport aux proches, ouais, a changé un petit peu la donne? Parce que tu vois, moi j'ai une approche vraiment proche de la tienne, ouais, de ces choses-là. Il y a quelque chose quand même qui s'est décanté uniquement, je veux dire, peut-être ces 5 dernières années, maximum. Peut-être plus récent, tu vois. Post-Japon alors. Post-Japon, très clairement. C'est d'accepter que les autres fassent leurs propres erreurs. Oui. De laisser vraiment, tu vois bien que ça s'engage mal. Ouais. Tu vois bien que la personne répète un schéma qui, dans le passé déjà, a donné des mauvaises répercussions, conséquences. Et je dis, mais on l'a dit 1000 fois, je lui ai dit 1 milliard de fois. Oui. La personne, elle le sait. Ouais. Et en fait, ce qui ne change pas, c'est peut-être le fait que je répète toujours. Je suis toujours en intervention, en train de jouer mon rôle de grand frère ou de ça, c'est vrai. Donc peut-être, en fait, si vous voulez que la conséquence change, c'est aussi à moi, cette fois-ci, de ne rien dire. Qu'elle fasse vraiment la connerie, et que ça lui donnerait peut-être, en fait, le cadre, l'opportunité de s'en rendre compte et d'évoluer. Et si, et là c'est là où il y a le troisième effet qui se coule, si elle ne s'en rend pas compte, aussi l'accepter. Voire, même si ça provoque sa perte, hein, c'est là où c'est difficile. C'est là où c'est hyper difficile. Ouais. Hein. Et moi je trouve que je pense en fait que c'est sain, très sincèrement. Même si ça veut dire vraiment perdre un proche. Hein. Je pense en fait c'est presque sain d'accepter la mort des autres. Presque sain d'accepter vraiment leurs propres erreurs. Même si c'est extrêmement dur, encore une fois. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on aura eu un processus qui... je sais pas. Je sais pas ce que t'en pensais là. La distance géographique m'a aidé. Vraiment, le fait d'être loin. Tu vois, je t'ai raconté, il y a des choses qui sont dures en ce moment dans ma famille, mais le fait d'être loin fait que je prends la distance. Et même quand j'ai perdu mon père, j'étais au Japon. Quand je suis rentré je l'ai perdu, mais après je suis reparti au Japon. Ouais. En allant très très loin, je me suis dit, punaise, il y a des jours où tu penses pas. Ouais. Tu sais, il y a des jours où tu penses pas comment est ta maman, comment est ton frère, la perte du père, la tristesse, etc. Et je me dis, mais ça arrive vite, hein, les pensées. T'es un espèce de monstre, en fait. Oui. C'est franchement, putain, mais de quel droit t'es pas triste? Tiens, de quel droit tu te permets d'avoir une vie normale avec les autres sont tristes? Ouais. Ça, l'éloignement géographique, je trouve que rien que là, tu vois, où j'ai déménagé dans les Pyrénées, où je suis à 4 heures de route de chez moi, de chez ma maman, et je compare avec les autres membres de ma famille qui sont relativement proches, ils vivent avec les problèmes des autres. Tu sais, et moi, ça me permet, même si je suis très proche d'eux, d'avoir une distance, à la fois géographique, mais aussi à la fois peut-être émotionnelle. C'est vrai. Et voilà, je sais pas si toi, par exemple, qui est le nomade par excellence, ça a apporté une nouvelle dimension à cette relation. Clairement, moi je bois tes paroles et je me retrouve dans la même case un peu, où je vis aussi les mêmes types de pensées. Des fois, tu te juges et tu dis, mais attends, mais je suis monstrueux de pas... Mais c'est vrai, hein, c'est horrible. Je passe des une fois, semaine avec les potes à rigoler. Grave. Alors que les gens sont dans des souffrances, etc. Moi, je t'en parlais hier avec les appels que j'ai là avec ma mère et ma sœur, où il y a des moments difficiles là qui s'annoncent et qui sont déjà passés. Et le fait d'être tout le temps éloigné, de pas savoir en fait que ces choses-là se passent
au moment où elles se passent. À la fois, ça te permet, une fois que tu les apprends, d'avoir quand même du recul et de prendre une décision peut-être beaucoup plus calme, et que la personne qui a vécu en fait tout dans l'œil du cyclone. Et en même temps, tu te dis, mais et si il s'était arrivé, il s'était passé quelque chose, j'aurais jamais vraiment su en fait tout l'étendue des choses. Et est-ce que je m'en serais voulu de pas. Mais après, encore une fois, est-ce que la responsabilité c'est la mienne de poser des questions tout le temps et de m'y intéresser, auquel cas ça bouffe aussi mon existence. Tu vois, je peux pas non plus. C'est pas ce que je veux dire. Le problème étant que comme c'est la famille, c'est le seul lien de sang, peut-être si on y est attaché, c'est pour certains un lien très puissant parce qu'il est aussi connecté à une culture, etc., etc. Eh bien, tu sembles aussi faire donner des passes droits. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette idée-là de est-ce que je devrais mettre la famille au même plan d'égalité que tout le monde, ou elle mérite qu'elle soit au-dessus des gens, sur quel domaine, etc. Pour l'instant, moi, j'ai du mal avec l'idée de traiter les membres de ma famille comme les autres humains que je rencontre. Tu vois ? Ça me fait penser à ce qu'on disait hier sur aimer l'humanité et détester les hommes. Ah, mais c'est ça. Terrible. Misanthropie altruiste. Misanthropie altruiste. Ah oui. C'est terrible. J'aime l'humanité, mais les gens, aïe. J'aime les gens quand ils sont dans... Ah oui. It's people I can't stand. J'adore. Exactement. Mais tu sais, il y a une autre phrase qui me vient, et en fait j'ai pensé à ça quand tu parlais, en fait, tu peux le dire qu'en anglais, cette histoire, c'est I love you, but I don't like you. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est exactement ça. Je t'aime, très sincèrement. Par contre, passer 48 heures avec toi. Impossible. Très dur, hein. Les membres de la famille, c'est souvent ça. Tu pars pas en vacances avec eux. Ah, c'est mort. Là, on aurait fait la même semaine là, entre frères, là, de cœur, chez moi, enfermés entre quatre murs. Si j'avais remplacé vous tous par les membres de la famille, laisse tomber, c'était compliqué. Bon, ma mère est partie une fois en vacances avec ma sœur. Et à chaque fois, elle me dit, la première et dernière fois. Never again. Ouais. Mais oui. Et au final, on a quand même passé du temps ensemble, tu vois, jeunes. Il y a des choses qui se font. En tout cas, voilà, c'est des vraies pistes de réflexion. Moi, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Je sais que je suis encore dans cette phase. J'ai la même réflexion à peu près que toi, et je laisse un peu le ping-pong cérébral se faire. Entre des fois je pense ça, des fois je pense ci. Ça reste toujours cohérent avec mon monde interne. Il y a aussi des fois des phases particulières. Tu vois, là, je prépare un événement, etc. Franchement, j'ai pas la tête à ça. Et en même temps, comme en dessous de tout ça, il y a un gros socle philosophique, stoïcien en grande partie, qui me permet aussi d'être complètement en accord avec l'idée que mes proches peuvent mourir, que je peux mourir. Et donc, peu importe au final, tu vois. C'est-à-dire que même dans l'exemple que je te donnais, de pas être au courant de toutes les péripéties des unes et des autres, fondamentalement, si on m'appelle et on me dit qu'il ou elle est morte, écoute, j'accepte. Mais oui, parce que dans tous les cas, c'est-à-dire que ça se passe ou ça que ça ne se passe pas, un stoïcien, il fait des choses qui sont importantes. Que tu meurs demain ou que tu meurs dans 10 ans, qu'est-ce que je dois faire? Les choses qui sont importantes. Les choses qui sont en raccord avec mes valeurs. Exactement. Donc, c'est pareil, en fait, le scénario qui soit A ou B. Oui. Le chemin reste le même. Et ça, c'est pas une invitation à dire, enlevez vos émotions et soyez... Vivez-les à fond. Tu les vis à fond, mais fondamentalement, la roue tourne, quoi. Tu vois, tu dois continuer. Et on se met sur ce petit banc-là que j'aime beaucoup. Allez, vamos. Mais c'est intéressant. Vraiment intéressant, là. Pour juste terminer, peut-être, sur ce thème. En termes de la responsabilité et de notre niveau d'intervention par rapport à nos proches, j'ai eu l'impression, et en fait ils me l'ont beaucoup dit, que... Tors. Tire-toi, maintenant tire-toi. Ça suffit. Loin, marche là-bas. Ne t'arrête jamais. À jamais. J'ai eu l'impression, enfin non, c'est pas que j'ai eu une impression, c'est qu'on m'a dit. Voilà, les gens de ma famille ou quoi, ça nous aide en fait ce que tu fais. C'est-à-dire que tu suives ton propre chemin, que tu sois loin, que tu sois un peu plus déconnecté, que tu sois un peu plus éloigné, que tu sois parfois tranchant, que tu ailles au Japon tout seul, comme toi, tu vois, la première personne de la famille qui va en par loin pendant longtemps. En fait, ça nous aide. C'est à la fois inspirant, puis ça nous montre une autre voie. Ça nous fait un autre point d'appui, comme, je sais pas moi, une chaise qui aurait besoin d'un quatrième pied, tu vois, bien stable, qui est autre, quoi, qui est différent. Et donc, plusieurs fois, on m'a dit, ça nous aide. En fait, ça nous soutient. Donc, je pense que c'est un rôle aussi qu'il faut embrasser. Très puissant. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas, tu vois. On pense pas que nous, vivre notre vie,
c'est aussi une manière d'impacter. Tu mentionnais Pierre et Charles tout à l'heure, c'est ça aussi tu vois, la connexion et le lien qu'on a les uns avec les autres. Même si géographiquement on est loin, ça veut pas dire que déjà les cœurs ne sont pas liés, parce que ça aussi on ne sait pas à quelle distance on peut vraiment relier cœur à cœur. Mais même au-delà de cet aspect peut-être plus physiologique, en fait oui, ton expérience, ton histoire de vie, le fait d'avoir par exemple quelqu'un qui est loin et qui vit une vie, déjà ça fait mariner des pensées différentes. Ça fait te dire attends mais là j'ai mon proche qui vit ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à quelque chose qui m'est arrivé, qui était que justement moi j'ai dû couper certaines amitiés parce que je ressentais pas que la personne était consciente de ça. Oui, c'est ça. Tu vois, il me traitait comme si j'habitais en fait à côté, et on avait les conversations de bar quoi, comme si on était juste à côté tout le temps, alors que attends, mais là mec, moi je suis à des années-lumière, j'ai des expériences de vie qui sortent de l'ordinaire. Tu pourrais en fait en prendre inspiration. Beaucoup de personnes, je pense, adoreraient. Tu sais, on a tous, tu vois, tu connais un pote qui est artiste, c'est mortel. Tu dis, ah putain, regarde, j'ai un pote qui est guitariste. Oh, et là, ça t'inspire et ça te dit, attends, si lui il le fait et tout. Et c'est pas presque une pensée consciente, c'est simplement le fait que ça soit autour de toi, ça a une influence et ça impacte ta pensée. Ne serait-ce que au cours d'une conversation avec quelqu'un, c'est un contre-exemple que tu peux sortir, tu vois. Et donc, il est là. Et c'est vrai que ça, c'est une manière d'impacter et d'influencer. C'est simplement vivre et oser être, et voilà. Peu importe que ça soit, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses que tu vas manquer. Mais peut-être, oui, c'est un rôle à prendre. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est une phrase qui vient souvent, c'est quelqu'un qui est aligné et naturellement thérapeute. Peu importe, tu vois, quelqu'un qui est aligné, qui est à sa place, tu sens vraiment qu'il y a un lien profond entre son cœur et ses actes. Hein, ce qu'il a en tant que croyance profonde de vertu, de bonté, etc., de ce qui est important pour lui, en fait. Hein. Et ses actes, quand les deux sont parfaitement alignés, quand quelqu'un comme ça rentre dans la pièce, généralement tout le monde s'arrête. Tous les regards se tournent, il y a la prestance, il y a tout qui transpire. Et il fait du bien aux autres, lui. Ouais. Qu'il veuille pas. En fait, il fait tout de suite du bien aux autres. Il inspire ah oui, d'accord. C'est ça, peut-être l'alignement, c'est ça l'épanouissement, c'est ça la sagesse, je sais pas. Tu vois. Et donc là, rien que le fait d'incarner tout ça, peut-être suffit en tant que tel, et que le niveau d'interventionnisme, après, par nos paroles ou par être il a peut-être à être juste minimal, strictement minimal, tu vois. Mais le plus important, c'est ce qu'on incarne, ce qu'on représente. C'est une conclusion adéquate pour une belle marche en nature. Écoute, c'est un bel épisode de l'antifragilité avec le petit chien. Magnifique. Merci mon Slim. Merci à toi mon père. Grand plaisir. Et belle invitation. Et évidemment de retour. Alors c'est bien parce que la dernière fois que tu étais sur le podcast, on était dans Tokyo, adossé à un arbre. Incroyable. Hein. Là on est dans les arbres aussi, mais sud de la France. 2 épisodes en forêt. Rien à voir. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Bisous tout le monde. Portez-vous bien. Ciao ciao.